La sécurité, quand tu construis une API, c'est primordial. Et je m'en suis jamais autant rendu compte que depuis les 2 dernières vidéos que tu as vues. Donc si tu es chaud pour connaître les bonnes pratiques, alors tu vas dans ton placard, tu prends 2 madeleines, une verveine, tu t'installes et je m'occupe de tout. Roulez! Ça marche? Yo, moi c'est Tony, je suis développeur et je te souhaite la bienvenue dans Let Me Hack Better. Let Me Hack Better, c'est simple, c'est une série de vidéos dans laquelle je rencontre des experts, des développeurs, des architectes, dans laquelle on va parler de sujets relatifs à la programmation, au fait de construire des applications. Et mon mentor du jour, c'est Olivier. Il a 15 ans d'expérience, il est spécialisé dans les API et aujourd'hui il nous expose les grands patterns relatifs à l'authentification. Si tu arrives ici, sache que cette vidéo, c'est la 3e partie, il y en a déjà 2 avant. Je te mets la vidéo, le lien. Bon allez, on rejoint Olivier depuis sa Thaïlande. Hein? Donc il se va. Et puis j'arrête de parler, et puis on y va. Donc le deuxième bad practice, c'est registration system. Qui est, voilà, comme on l'a dit, c'est complexe. Il y a beaucoup, comme tu l'as vu, il y a beaucoup de choses à ingérer. Si on reprend le schéma qui est en haut ici, tu as vu ici qu'on parle d'OTP Email Validation, tu vois, c'est plus un step que nous, on va mettre dans une user story ou dans du business flow, alors qu'en vérité, c'est très, très lié à ce qui est sécurité. Ouais. Tu vois. Donc ça, tu veux dire que ça impacte l'expérience utilisateur, alors qu'en fait, lui, il devrait peut-être pas avoir à gérer. C'est ça que tu veux dire. Exactement. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses à voir au niveau de tout ça, et la meilleure chose à faire pour ne pas se prendre la tête, on va pas dire se prendre la tête, mais toi, tu es sur ton projet, tu n'as pas envie de faire un mois de recherche pour savoir ce que tu dois faire, c'est de partir sur des standards. Tu vois. Donc c'est pour ça que l'idée, c'est de se dire, en termes de standards, le mieux, c'est d'aller faire, comme je disais, de l'OAuth, OpenID Connect. C'est ce qu'il y a de plus accessible. C'est pour ça que je le recommande. Je le recommande dans la plupart des compagnies où je vais, parce qu'encore une fois, moi, je suis en mission, donc je suis là pour dire aux gens ce que c'est mieux, mais en vérité, si on doit construire un système qui reste plusieurs années, c'est aussi un système que les gens doivent supporter, quoi. Tu vois, donc je reste sur quelque chose d'accessible. L'idée, c'est de partir sur OAuth2. Mais je recommande vraiment d'aller beaucoup plus loin sur de l'OpenID Connect. Donc, je ne vais pas expliquer aujourd'hui ce que c'est l'OpenID Connect parce que c'est un peu plus corsé. Je ne pense pas que c'est quelque chose qui va t'intéresser maintenant. Mais en gros, le flow OAuth, il n'est pas compliqué. Okay, il est compliqué parce que la plupart du temps, on trouve qu'il est compliqué parce qu'au moment où on veut l'implémenter, on veut implémenter un truc en 10 minutes. Et forcément, quand tu vois tout ce qu'il faut faire, tu te dis « Ah, c'est chiant ». Mais en vérité, c'est très très simple. Okay. Donc, tu as un front-end. Ok, donc tu as un front-end, tu as un utilisateur qui vient par exemple sur un front-end. C'est aussi quelque chose que je recommande à chaque fois sur les diagrammes, mettez bien un profil utilisateur pour que les gens comprennent que l'utilisateur se connecte à ce truc-là, ne se connecte pas directement à un back-end ou autre. Et encore, ce qui est aussi très très bien, c'est aussi de vraiment mettre que c'est un customer. Parce que là, ce que je te dis, ça marche pour du customer. Maintenant, pour tes admins, ça peut être une autre authentication. Ah, c'est ça. Si tu consommes de l'API en tant que dev, toi aussi. Exactement. C'est plus pareil. Voilà, il y a beaucoup de choses. Donc, c'est important de vraiment à chaque fois mettre le persona en face du système. Parce que le même système peut avoir beaucoup de personas différents, beaucoup de rôles. Ok, donc on a ça. Maintenant, parlons de ici, donc ce qu'on appelle communément un IAM, so Identity Access Management, où on va mettre dans notre cas, si tu parles de Firebase, si tu veux utiliser Firebase, ou tu veux t'authentifier avec Facebook. Donc c'est lui qui va manager tes identités en fait, vraiment. Tu vois. Okay. Même s'il va pas tout faire, mais il va manager en tout cas ton flow pour le. Donc, tu vas avoir aussi, comme on disait, un back-end qui lui, va être là. Okay.
Donc, ce qui se passe, c'est que en premier, ton front-end il arrive et comme d'habitude, il dit login with Facebook, login with Google. Donc, tu peux imaginer que toi, tu as le tien aussi, donc login with Facebook. Donc là, tu auras une redirection qui se fait. Tu vois. Sur Facebook. Ouais, voilà, sur la page de Facebook. Comme tu l'as vu, Facebook ne te donne pas une API pour te loguer, tu vois, comme on le disait dans le schéma d'avant. Facebook te donne, te dit viens sur mon site, parce que moi j'ai du HTTPS, donc j'aurai une inscription, tu vois, et les passwords, ils passent par là. Et si tu es déjà logué, ils te redirigent. Mais en gros, l'idée c'est ça, c'est de se dire tout ce qui se passe avec du password doit passer par un browser. Il ne doit pas passer par une API. C'est ça l'idée. Donc une fois que tu fais ça et que l'utilisateur se login à l'intérieur ou s'enregistre, ok, donc ici il va register. Une fois qu'il s'enregistre, tout est fait, tout est nickel. Ce que Facebook fait, Redirect. Il te redirige, mais il t'envoie un code en même temps. Donc il te donne un code d'autorisation. Donc il vient de te donner un code. Il vient de te donner un code qui est valide une seule fois. Donc ce que tu fais avec ce code, c'est que cette fois-ci, tu dois l'envoyer à ton back-end. Okay. C'est très très important parce que tu peux aussi utiliser le code et le réenvoyer à Facebook, mais il ne faut surtout pas. Il faut l'envoyer à ton back-end. Donc tu forward code. Okay. Ensuite, ton back-end, lui, il va demander à Facebook le token. Donc là, on fait 24. On va échanger le auth code. Donc, il va faire ça. On est d'accord. Et à partir de là, Facebook va redonner au back-end le token. Donc, et en soi, en fait, il donne un access token. Ok. Access token plus un refresh token. Ok. Donc voilà. Donc comme je disais, en vérité, niveau code, t'as pas beaucoup à gérer. Enfin, t'as des librairies qui font tout pour toi et tout, blabla. Mais la vérité, c'est que la plupart du temps, t'as pas envie de faire tout ça. Tu vois. Parce que là, on parle que de la registration. Une fois que t'es enregistré, j'essaie de mettre ça en forme. Dès que tu te connectes, t'as le même truc à gérer derrière. Voilà, exactement. Faisons ça pour le moment. Ouais, non, c'est bien, on voit bien, on comprend bien, je pense. Ok, et donc l'idée c'est de se dire que au final, lui, il devient un vert, tu vois. C'est ça l'idée en fait. C'est que tu as quand même 6 étapes, tu vois, pour récupérer un token. Donc tu as quand même, tu vois, comme tu peux le voir, là où avant, sur le schéma d'avant, donc tu avais juste le front-end qui envoyait 2 informations et le back-end faisait tout. Là, comme tu vois, tu as des interactions entre le front-end qui d'abord envoie vers l'AIM. L'AIM renvoie un code, le code est forwardé au back-end, le back-end envoie à l'AIM. Tu vois, tu as vraiment une synchronisation qui doit se faire entre tes 2 couches. Tu vois, et ça, c'est ultra important. Et c'est quelque chose qu'en général, comme je disais, quand on fait de la progressive web app, ou autre, on n'a pas envie de faire tout ça, quoi. C'est clair. Donc ça fait partie de ce que je te disais, tu vois, tout en haut, si tu remontes tout en haut à droite, les 3 bulles, quoi. Tu vois, on est beaucoup dans la consumer experience et la data, mais tout ce qui est sécurité, il y a un gros impact. Et c'est pour ça que ces 3 bulles sont importantes, parce que c'est vraiment de la communication qui doit être entre ces 3 zones, parce que la sécurité va impacter ton expérience utilisateur, que tu le veuilles ou non. Tu vois. Mais la chance qu'on a aujourd'hui, c'est que l'utilisateur a l'habitude de se faire rediriger sur Facebook, tout ça. Donc c'est des choses qu'on peut vraiment mettre en place. L'utilisateur, ça va pas. Voilà, exactement. Ça va pas dropper ton adoption ou autre au niveau de la registration. Tout ça. Ok. Donc voilà. Donc c'est pour ça que, comme je te le disais, je recommande vraiment de pas faire ses propres registrations, mais de partir sur des outils
peuvent te permettre de gérer tout ça pour toi facilement, parce qu'ils vont générer, comme je te dis, les tokens, ils vont générer les refresh tokens, ils vont te manager l'expiration, ils vont te manager les signatures, ils vont te manager, comme je disais, l'autorisation, si tu veux manager l'autorisation à l'intérieur du token. Il y a beaucoup de choses que tu pourras faire plus facilement que si tu dois le coder dans ton backend. Ouais, c'est clair. Ah, donc en gros, c'est de ne pas gérer toi-même tes utilisateurs juste en simplement envoie-moi des datas, je les mets dans le backend et je te retourne un token parce que Exactement. n'importe qui peut avoir envie de le faire et puis autre chose qu'un front. Et si tu développes un système complexe comme l'Open, comme OAuth, c'est de le faire avec quelque chose qui embarque déjà tout ça et pas recoder toi-même les 6 étapes dans ton code, quoi. Exactement. Donc voilà. Donc c'est pour ça que au final, le plus important quand tu fais de l'API, c'est de comprendre que tu n'as pas juste un front-end et un back-end. Tu comprends que tu as un front-end, tu as des utilisateurs qui utilisent ce front-end et qui ont besoin d'une manière sécurisée d'accéder à ton back-end. Tu vois. Mais si ton back-end s'occupe de tout, ben forcément il y aura de la grosse complexité au niveau de ton back-end. Donc c'est pour ça que si tu dois vraiment faire des couches de différenciation, c'est vraiment ces 3 points-là. Ok. Ton front-end, ton AIM et ton back-end. Et voilà. Ok. Je sais qu'il y a un truc qui s'appelait Passport. Oui, c'est aussi quelque chose comme ça. Qui permet justement de faire du OAuth, parce que j'en savais. Exactement, mais pareil, tu vois, ça va être de l'OAuth dans ton back-end. Enfin, c'est juste une librairie cette fois-ci, c'est pas un système complet. D'accord. Donc il va enforcer quelques bonnes pratiques pour toi, mais tu peux quand même tordre la librairie comme tu veux. Quoi. Et tu recommandes quoi, toi, du coup Donc ici, tu vas te retrouver avec, comme on disait, SaaS. Tu vois, si tu as du SaaS, on va aller chercher comme je disais, du Amazon Cognito, donc tout ce qui est AWS. Ok. Tu peux aller chercher du Firebase, donc ça c'est la version Google, quoi. Ok. Cognito. En plus, c'est gratuit de mémoire. Exactement. Donc, si je me rappelle bien, c'est un truc genre, tu peux monter jusqu'à 50 000 utilisateurs. Enfin, t'es chargé par utilisateur que tu mets dedans. Okay. Maintenant, après, le deuxième topic, c'est de savoir est-ce que tu vas être loqué dans un SaaS ou pas. Sinon, tu as un beau challenger qui s'appelle Auth0, qui est vraiment, vraiment pas mal aussi. J'aime beaucoup. Moi, sur les 3, je recommanderais Auth0 en tout cas. Okay. Il est beaucoup plus typé. Si tu veux, en fait, les deux autres, Cognito et Firebase, ils seront très bien dans ton cas parce que toi, tu as une application. Tu vois. Maintenant, si on parle d'une société qui, elle, manage une application mobile, une autre application web, enfin, tu vois, beaucoup plus de systèmes, et qui veut centraliser toutes les identités, Cognito et Firebase, ça aura quelques limitations, en fait. Si tu veux vers du gros OpenID Connect, j'aurais plus recommandé Auth0, ça. Okay. Non, après, tu as tout ce qui est open source. Un gros outil que j'utilise beaucoup pour le coup, que j'aime beaucoup. Ça s'appelle Keycloak. Cette fois-ci, c'est un outil donc, qui est vraiment fait, qui est prêt, quoi. Enfin, tu le prends, tu le mets dans un container, tu le déploies, c'est où il marche, quoi, en fait, tu vois. Et ils sont vraiment bons parce que c'est un projet de Red Hat qui est gratuit, enfin open source en tout cas. Et au niveau des releases, ils font vraiment des nouvelles versions tous les 2-3 mois. Enfin, tu vois, ils patchent vraiment le truc. Enfin, le projet est bon. Le projet est très très bon. Super. Donc Docker et puis. C'est ça. Maintenant, la deuxième chose, c'est il y a un coût parce que c'est dans ta propre infrastructure, donc il faudra quand même que tu manages par toi-même tout ce qui est HTTPS, il faudra quand même que tu manages ta database. Enfin, tu vois, il y a beaucoup de choses. Il faut voir les pros et les cons de chacun des outils. Et après, comme tu le disais, tu peux aller voir d'un point de vue librairie. Like Passport en Node, ou je sais plus c'était quoi en PHP, j'ai oublié, mais voilà, t'as pas mal de choses différentes et qui permettent de tout faire. Mais je recommanderais de rester vraiment sur tout ça, simplement. Et de deux, si vraiment, parce qu'encore une fois, l'idée c'est de se dire que derrière tes utilisateurs,
tu les mets quand même dans un registry. Okay. Ce qui veut dire que même si tu utilises tout ça, essaie quand même de dire que tes passwords seront stockés dans le registry. En fait. Les utilisateurs seront stockés dans le registry. Ne crée juste pas tes utilisateurs dans leur système. Parce que si tu veux merger un jour de Cognito à Firebase, tu devras demander à tous tes utilisateurs de refaire leur password. Tu vois, tandis que si tu back chacun de ces systèmes avec ton propre registry, ben, tu peux changer le front, tu peux changer le host provider, tu vois, comme tu veux. Ça, c'est-à-dire que quand tu dis registrer, c'est avoir une base dédiée pour ça. C'est ça. En général, tu peux parler d'un LDAP. Je pense que c'est le plus Je vois pas ce que c'est. Courant. LDAP, c'est un annuaire, on va dire, un annuaire d'utilisateurs. Si tu veux, je pense que dans ta boîte, par exemple, si tu veux utiliser Office 360 ou un truc comme ça, tu vois. À chaque fois que tu as un nouvel employé, ils doivent le mettre quelque part, tu vois, dans un annuaire, si tu veux. En général, cet annuaire, c'est ce qu'on appelle un LDAP, un registry. Dedans, tu stockes vraiment l'email et le password. Ce qui fait que si aujourd'hui ta boîte elle est sur utilise Microsoft pour les emails et que demain elle veut utiliser Gmail, elle a juste à changer tu vois, le provider. Et derrière, toi, tu n'auras pas besoin de changer ton identité, toutes tes informations. Tu vas les transférer. C'est vraiment, si tu veux, c'est vraiment une base de données typée pour des identités. C'est pas indispensable, mais c'est mieux. C'est mieux. Parce que sinon, quand tu migres, tu perds tous les passeports, c'est ça? Exactement. Et de deux, essaye d'imaginer que tu parles de ta sécurité, donc tu mets un lien très très fort avec ces systèmes qu'il y a ici. Mais tu n'es pas sûr que, typiquement, si tu utilises Keycloak, que dans 3 ans, Keycloak, ça arrête d'être maintenu. Il faudra que tu bouges, mais tu as déjà 100 000 utilisateurs. Comment tu fais, Est-ce que tu restes sur un truc qui est sans sécurité ou est-ce que tu migres, tu vois. Donc, il faut penser à tout ça, en fait, quand tu penses à ta sécurité. Donc, voilà. Je pense que c'est 2 gros trucs que pourrais highlighter de ce que j'ai vu, en tout cas. Donc, la petite fonction sign-in que tu as derrière, un peu de boulot. Un peu de boulot. Mais pour être pragmatique, je pense que partir sur un simple OTP, comme on l'a vu au début, comme ça, c'est ce qu'il y a de mieux pour toi pour démarrer. C'est cool. Je sais pas si tu as d'autres trucs à ajouter. Peut-être tu veux nous parler de tes actus et de ce que tu fais en ce moment pour clôturer ce... Oui, écoute, si tu as apprécié le format, je suis content, tu vois. En ce moment, justement, je bosse aussi sur un petit projet pour tout ce qui est test automation, okay, parce que je suis aussi très très fan de software development at full speed, donc daily release, weekly release, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc, à chaque mission, c'est ce genre de pratique que j'essaie de mettre. Mais encore une fois, même si, comme on disait, là, tu vois, sur tout ce qui est sécurité, on peut avoir de l'impact très rapidement parce qu'il y a des outils qui existent, il y a des patterns qui existent, ça va. Mais je me suis rendu compte que tout ce qui est sur test automation, il n'y en a pas vraiment en fait. À chaque fois, c'est un framework dédié pour chaque projet où on recommence de zéro. Donc, voilà. Donc, ce qui est bien quand tu fais une petite app et quand tu commences à bosser sur des applications où il y a vraiment beaucoup de cas d'utilisateurs à gérer, des cas customers, des admins, des sales, j'en ai aucune idée, qui doivent se connecter, faire des actions différentes. Tu vas avoir beaucoup de tests automatisés parce que tu vas reliser très très rapidement. Tu te rends compte, je me suis rendu compte que c'était à chaque fois quelque chose de difficile. Donc là, je commence à mettre un projet en place pour être sûr qu'à chaque fois, tu as envie de faire du test automatisé, ça se déploie en heures, j'ai envie de dire, au lieu d'en mois. Okay. Donc arriver dans une boîte et avoir des tests automatisés à la première feature. D'accord, ok. Je te remontrerai un petit peu tout ça quand ce sera défini. Ouais, là, ça reste dans le pipe, mais ouais. Donc si après, pareil, tu veux l'utiliser sur ton projet, on pourra faire une petite session pareille. Ouais, ce sera génial. Donc, ce sera génial. Voilà. Yes. Cool. Écoute, c'est pas mal, hein. Je pense qu'on a pas mal parlé, on a pas mal vu de choses. Moi, je vais voir après comment je peux implémenter ça et comment je peux partager ça aussi avec vous qui regardez, parce que c'est aussi ça qui est intéressant avec ce projet-là. Et je te remercie. Je te remercie pour ce premier épisode, du coup, cette ouverture, j'espère, d'une longue série. Oui, le dernier truc que j'avais envie de dire, j'ai oublié. Vas-y.
stop le over-engineering. Ok, on commence simple, avec des standards. Ouais. Et s'il n'y a que vous qui avez eu le problème dans le monde, c'est soit que vous êtes unique, soit que c'est la mauvaise chose à faire. Ok. 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 Éviter de réinventer la roue à chaque fois, essayer de regarder s'il n'y a pas des choses qui permettent d'avancer. Exactement. Rapidos. Donc, exactement. Regardez ce que Google fait, ce que Facebook fait. Enfin, maintenant, la chance que je vois par rapport à il y a 15 ans, c'est que tu tapes n'importe quel problème, tu as une vidéo, tu as un blog, tu as un Stack Overflow, tu as tout. Quoi. Tu vois, il y a 15 ans, moi, j'avais un livre. Tu te débrouiller, quoi. Voilà, exactement. Tu avais un livre et tu n'avais pas tout. Quoi. Mais voilà, donc ça te permettait d'apprendre différemment. Donc, c'est pour ça que je dis, si vous avez un problème, il y a forcément quelqu'un qui a déjà eu le même problème et vous pouvez manager, vous pouvez facilement vous retrouver dans ces problèmes-là. Yes. Ouais, c'est une bonne conclusion, du coup. Pour le développeur qui a envie de se débrouiller aussi, celui qui démarre, de lire ce qu'il y a et de se renseigner plutôt que de recoder toujours la roue. Exactement. Ça peut être intéressant. Après, quand c'est pour le kiff, ça peut faire partie d'un exercice. Mais quand tu es sur une application où tu as envie de shipper et de launcher un truc, bon bah c'est clair. Yes. C'est clair. Écoute, merci. Merci à toi. Beaucoup. Et puis super. Et puis ciao. Yes. Ciao. Franchement, gros merci à toi Olivier. Ça fait énormément de choses à retenir, mais j'en sais beaucoup plus aujourd'hui. Je sais pas vous ce que vous en avez pensé, en tout cas n'hésitez pas à me le dire. Et s'il y a des choses qui manquent, s'il y a des choses que vous pensez vous pouvoir apporter, eh ben n'hésitez pas, on ouvre la discussion. Du coup je me sens pas chaud pour implémenter le HOT tout de suite. Premièrement parce que ça va rallonger cette vidéo et t'en auras sûrement marre. Et deuxièmement parce que j'ai envie de suivre le conseil d'Olivier, à savoir qu'il faut faire simple. Le but c'est de continuer à avancer dans mon projet et ne pas non plus sortir toute la artillerie alors que le projet n'est pas encore sorti. Ce que je te propose aussi, c'est que si vraiment ça t'intéresse, tu me le dises là où tu sais, et puis je ferai sûrement une série de vidéos sur le sujet. Du coup, moi, je retiens 5 trucs. La première chose, c'est qu'il faut éviter de donner accès à ton API assez facilement. C'est-à-dire un mot de passe, un email, et c'est parti. Donc vérifier ce que l'utilisateur te donne et rajouter potentiellement une étape. Du coup, ça fait 2 points. Ensuite, ne pas rajouter n'importe quoi dans le token. Parce qu'effectivement, si ton password se retrouve en front ou des informations un peu sensibles, et ben, si ton utilisateur il se fait hacker sa machine, ça peut être tendu pour lui. Enfin, éviter de recoder la roue soi-même. Effectivement, il y a des services qui sont dédiés pour avoir un tiers de confiance, un service qui va s'occuper de ça, ça peut être cool. Enfin, finalement, la chose que je retiens, c'est celle qui m'a le plus marqué, c'est qu'en fait, la sécurité a un impact drastique sur l'expérience utilisateur. Et que du coup, il faut travailler avec elle si tu veux pas dégrader ton expérience utilisateur, pour pouvoir la prendre en compte au maximum. Du coup, je ne sais pas quel sera le prochain mentor, quel sera le prochain sujet. En tout cas, si tu as une idée de sujet, eh ben, tu vas chercher de Madeleine, tu vas chercher une verveine, tu te poses, c'est moi qui régale, dans les commentaires, et on en discute. Toi et moi. Tranquille. Paperos. Yo.